Avant de poser ma dernière question, permettez-moi de rappeler quelques faits concernant Klaus Schwab. Il a créé en 2003 le Davos chinois, qui s'appelle le Forum Boao. Et personne ne le rappelle jamais. Et il est proche de Xi Jinping. Il a reçu en 2018 la médaille de l'amitié du Parti communiste chinois. Donc, c'est vraiment important de le savoir. Et donc, ma dernière question est la suivante. Je fais la promotion de Golitsyn depuis plus d'1 an, et beaucoup de gens me disent que c'est une théorie du complot. Alors, comment répondez-vous à cela? Oh, c'est très facile. Le problème vient du mot théorie. C'est en fait une histoire de conspiration bien documentée. Aux États-Unis, quand les républicains ont gagné le Congrès, quand Eisenhower a été élu président, la commission de sécurité du Sénat a fait des enquêtes et la commission des activités américaines de la Chambre des représentants a fait la même chose. Et on pouvait remplir des salles entières avec les documents de témoignages d'anciens communistes. Et les gens qui ont été mis au courant ont parlé de la subversion communiste dans ce pays. Vous avez eu ici, je vis dans le nord du Michigan, en 1923, il y a eu une conférence soi-disant de chorale, ici dans le nord du Michigan, dans un camp d'été. Et les gens étaient vraiment curieux de voir comment ces gens se côtoyaient. Et finalement, quelqu'un a fait l'objet d'une enquête. Ils étaient tous communistes. C'était une convocation communiste géante, ici en 1923, dans le nord du Michigan. La police d'État a fait une descente et a trouvé une 60aine de barils, j'ai oublié le nombre exact de documents, qui expliquaient comment prendre le contrôle de l'école, le contrôle du conseil de l'école, de l'église locale, comment entrer dans le gouvernement local, comment influencer les organisations sociales et les clubs. Il s'agissait de prendre le pouvoir pour le communisme, de prendre le pouvoir au niveau local jusqu'au sommet. Ce n'est pas une théorie de la conspiration, c'est une réalité documentée. Et d'ailleurs, Vladimir Lénine, qui a fondé le marxisme et léninisme, c'est le Lénine du marxisme-léninisme, il a écrit un livre intitulé « Que faire ?», dans lequel il dit que son plan est de former ce qu'il appelle un parti politique conspirateur, le Parti communiste, qui est devenu le Parti communiste de l'Union soviétique. Et donc, par sa propre définition, le communisme est une conspiration. C'est un parti communiste conspirateur. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Lénine. Ce n'est pas une théorie, c'est une histoire documentée. Et voilà ma réponse à cette question. Ma réponse serait de lire Golitsyn. Il était un transfuge du KGB. Lisez d'autres transfuges du communisme, comme Whittaker Chambers, qui est un des plus célèbres, l'un des plus célèbres de l'histoire américaine, en tout cas, qui a accusé Alger Hiss d'être un espion soviétique, et qui, comme Jeff l'a mentionné, était avec Roosevelt en train de mettre une partie de l'Europe de l'Est sous contrôle soviétique. Qui était Alger Hiss? C'était un des cofondateurs des Nations Unies, qui, à mon avis, et j'ai écrit quelques livres sur les Nations Unies, fonctionne comme une façade communiste. Elle ne fait rien contre les nombreuses violations de ses propres résolutions en ce qui concerne le développement d'armes nucléaires par la Corée du Nord et ses essais nucléaires. En ce moment, la pauvre Corée du Sud supplie les Américains de redéployer des armes nucléaires pour la protéger. Et Biden dit « Non, nous ne ferons pas ça ». De même qu'il dit aux Ukrainiens « D'accord, on vous envoie quelques chars, mais pas d'avions de guerre. Hein. » Nous devons relier tout cela ensemble et comprendre quelle est la menace immédiate, actuelle et constante. Et en remontant dans l'histoire, en lisant les transfuges comme Anatoly Golitsyn, Whittaker Chambers et d'autres, pour savoir comment nous en sommes arrivés là. Dans notre livre Back from the Dead, sur Poutine et l'Empire du Mal, nous avons un ancien officier du KGB qui s'appelle Konstantin Preobrensky, qui consacre un chapitre à tout cela, et qui est apparu à certaines de nos conférences. Lisez aussi les anciens transfuges ou dissidents, dont l'un, Alexandre Litvinenko, a été assassiné par Poutine. Sur ordre de Poutine, il a été empoisonné à Londres, tué, assassiné.
un parmi tant d'autres, mais son travail est une lecture très importante. Et Konstantin Preobrensky aborde également ce sujet du lien entre le KGB de Moscou et le terrorisme islamique. Il y a donc tant de choses à lire, tant de choses à comprendre et à mettre à jour avec les événements actuels pour comprendre comment nous pouvons nous sortir de cette situation difficile. C'est le plus grand défi de ma vie. Je souhaite et je prie pour que nous ayons un autre Ronald Reagan, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce qui va se passer cette année, je ne sais pas ce qui va se passer en 2024, mais le sort du monde est suspendu à ces décisions et à notre capacité à comprendre rapidement les événements mondiaux. Afin qu'ici, aux États-Unis, et peut-être aussi en France, il y a aussi un certain réveil en Allemagne, eh bien, nous puissions construire notre défense nationale aussi rapidement que possible. Trevor vient de mentionner que nous n'avons pas testé nos armes nucléaires. Nous devenons de plus en plus vulnérables chaque jour qui passe. Nous venons de voir un ballon espion chinois traverser les États-Unis. Comment cela a-t-il pu arriver ? Étions-nous conscients de ce qui se passait? Pourquoi n'a-t-il pas été abattu plus tôt? Toutes ces questions, chaque jour qui passe, et nous voyons plus de preuves de notre propre vulnérabilité et de l'affaissement de notre résolution et de notre volonté de résister. Alors tout cela commence avec vous, cela commence avec ce que vous faites dans votre pays. Une suggestion que je voudrais ajouter, ce sera mon dernier commentaire, c'est que quel que soit le pays où vous vous trouvez, analysez le mouvement communiste dans votre région, dans votre pays. Procurez-vous leurs publications, lisez-les, analysez-les, comprenez ce qu'ils disent. Dans certains pays comme la France, je suppose qu'il n'y a plus de parti communiste important à proprement parler. Mais je sais que vous avez un grand parti socialiste. Et ensuite, vous avez divers nouveaux partis et un parti d'extrême droite qui est passé sous la domination de Moscou également. Donc comprenez votre situation politique actuelle et assurez-vous que lorsque vous entendez des nouvelles concernant les États-Unis, comme ce CIPAC à venir, rappelez-vous qu'il ne parle pas en notre nom. Oui, il y a 100 ans, un peintre en bâtiment en Allemagne a écrit un livre intitulé Mein Kampf. Personne ne l'a pris au sérieux. Et quelques années plus tard, ce type a dévasté un quart du monde. Il a exposé ce qu'il voulait faire. Il l'a dit à tout le monde, il n'en a pas fait un secret. Ce n'était pas une théorie du complot. C'est documenté, c'est arrivé, c'était planifié, c'était réel. C'était un mouvement totalitaire. Lénine a exposé les mêmes choses. Les soviétiques avaient sous leur contrôle quelque chose comme 40% du monde. Maintenant, c'est plutôt 60%. Si vous comptez les gouvernements semi-communistes du Brésil, les gouvernements semi-communistes d'Afrique, si on regarde vraiment le mouvement communiste mondial, il est grand. La soi-disant droite est intégrée dans ce mouvement. Certaines parties de la droite, comme le Front National en France, l'Aube dorée en Grèce, ils font partie du mouvement communiste mondial, qu'ils le déclarent ou non. C'est ce que m'a appris mon ami qui a été formé à Moscou. C'est ainsi que les communistes mettent en œuvre leur politique dans le monde. Une politique est décidée à Moscou ou à Pékin, elle est donnée aux communistes américains ou aux communistes canadiens, aux communistes australiens. Ils la ramènent chez eux, ils en font une politique syndicale, et les syndicats en font une politique du Parti démocrate, ou du Parti libéral canadien, ou du Parti travailliste britannique, ou du Parti social-démocrate allemand. La plupart de ce que nous voyons dans le monde occidental, quand la gauche est au pouvoir, est en fait une politique communiste. Et tout ce qui concerne le désarmement, tout ce qui concerne la dépendance à l'égard des aides sociales, tout ce qui concerne la division raciale, tout cela est communiste, c'est très documenté. Si vous pouvez voir le modèle, vous pouvez voir ce qui se trame dans le monde entier.
C'est là. Et les seules personnes qui disent que le mouvement communiste est une théorie du complot sont soit complètement ignorantes, soit communistes elles-mêmes. Je vais faire ma promotion. J'ai sorti un nouveau livre, Security Risk Senators, Part 1 and Part 2. 30 sénateurs américains faisant partie du mouvement communiste mondial. Et le prochain livre concernera les députés. Je vais nommer plus de 100 membres du Congrès américain ayant des antécédents communistes. C'est dire à quel point nous sommes pénétrés. Et ce sont les États-Unis anticommunistes, qui sont si profondément pénétrés. Et l'Allemagne, avec son Premier ministre marxiste Olaf Scholz. Qu'en est-il du Parti travailliste britannique, qui est sur le point de prendre le pouvoir en Grande-Bretagne et qui est complètement contrôlé par le Parti communiste de Grande-Bretagne? Qu'en est-il de l'Organisation mondiale de la santé, qui est dirigée par Tedros, un ancien chef du Parti communiste éthiopien pro-chinois, et qui vient de nommer un membre du Parti communiste britannique, Susan Mickey, pour diriger le volet comportemental, le volet psychologique de l'OMS, afin d'amener les gens à se conformer à tous les diktats émanant de l'OMS. Donc oui, il y a une conspiration. L'OMS est dirigée par les communistes chinois. On vient de remarquer que tous les pays avec les pires confinements au monde étaient ceux avec le plus d'influence chinoise. Les États américains les plus influencés par la Chine ont eu les plus gros confinements. Alors moi, je rigole un peu quand les gens disent que c'est une théorie du complot. Je dis simplement, il faut être réaliste, étudier l'histoire. Toute l'histoire est une conspiration à un degré ou à un autre. Le tout est de trier le vrai du faux. C'est ce que devrait être l'argument, pas de savoir s'il y a des conspirations, mais lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Et pour répondre à ma propre question, je dirais que lorsque les gens me disent qu'il s'agit d'une théorie de la conspiration, je réponds « Comment expliquez-vous que 139 des 148 prédictions falsifiables de Golitsyn en 1984 soient correctes? Trouvez-vous cela dans un autre livre de géopolitique? Non, pas du tout. Alors, comment cela se fait-il? C'est vraiment difficile à comprendre pour les gens. Alors je tiens donc à vous remercier, messieurs, pour le temps et les efforts que vous avez consacrés aujourd'hui et tout au long de ces années à la lutte pour la vérité contre le communisme, en faisant connaître Golitsyn, et encore une fois aujourd'hui. Je vous laisse conclure avec ce que vous voulez dire maintenant. Alors comme Cliff l'a dit, nous disposons d'un temps très court pour faire comprendre cela aux gens. Et bien sûr, les gens ne peuvent ne pas être capables de le lire, ils peuvent ne pas le comprendre parce que c'est assez sophistiqué. Mais ils peuvent absorber même ce que nous venons de dire ici et aller utiliser leur expérience et leur bon sens pour dire « Attends une minute, ce que ces gars-là disent correspond mieux aux faits que ce que je lis dans le journal. » Et le plus gros problème est que lorsque nous lisons des articles de presse ou les grands médias, on nous donne le mauvais contexte pour interpréter l'histoire. Et l'avantage d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir une vision stratégique et d'être objectif, c'est que, attendez une minute, j'ai le bon contexte, je sais ce que signifie ce fait, je sais ce que signifie l'invasion russe de l'Ukraine, par exemple. Ils sont en train de reconstituer l'Union soviétique. Le fait que Poutine aille à Pékin avant d'envahir l'Ukraine signifie que la Russie et la Chine étaient alliées et qu'elles travaillent ensemble. Et ainsi de suite. Par exemple, le Brésil de Lula prenant le pouvoir et Poutine félicitant Lula prenant le pouvoir. Et puis le président Biden qui traîne des pieds un mois après l'invasion de l'Ukraine. Ils ne disent rien et ils envoient 5 milliards de dollars de munitions d'armes légères, ce dont les Ukrainiens n'ont pas besoin. Et ainsi de suite. Le diable est dans le détail. Quand quelqu'un comme Tulsi Gabbard ouvre la bouche, elle a été une proche de Bernie Sanders, et elle a été socialiste toute sa carrière, et elle commence à parler de Dieu tout d'un coup à la télévision. Si elle était dans le jardin d'Éden, elle ferait manger le fruit défendu au serpent. Donc quand vous avez le bon contexte, vous pouvez alors comprendre ce que vous voyez et qui vous ment. Et c'est cette connaissance plus large qui est importante. Alors intéressez-vous, parce que cette connaissance vous donne la clé pour comprendre ce que vous regardez. Voilà, c'est ce que j'ai à dire.
Une chose que je recommanderais à votre public, comme je l'ai dit plus tôt, de comprendre votre situation actuelle, votre situation actuelle dans votre propre pays. Lisez et rapportez ce que font les communistes locaux. Obtenez leur matériel de propagande. Analysez-le pour le bénéfice des autres, comme nous l'avons fait au cours de notre carrière. Et je continue à le faire après presque 50 ans dans cette entreprise d'éducation des gens sur le communisme. Essayez de contacter surtout, ça dépend des circonstances, mais vos forces de l'ordre, vos militaires. J'ai mentionné l'époque où nous avions de grands généraux, comme le général Patton, le général Douglas MacArthur. Nous n'avons plus de généraux comme ça, hélas. Nous avons plutôt des généraux comme Mark Milley, auquel Trevor a fait allusion, qui a dit qu'il préviendrait les Chinois à l'avance si Donald Trump disait quelque chose de répréhensible. C'est incroyable que quelqu'un comme lui puisse occuper ce poste. Mais néanmoins, les militaires dans leur ensemble sont encore, je le crois, de notre côté. Mais ils ont besoin de monter en compétence. Regardez l'histoire du communisme, il y a eu des succès sous la doctrine Reagan, bien que les communistes se soient regroupés. Nous avons eu un bref succès au Nicaragua, par exemple. Les communistes se sont regroupés, sont revenus et ont repris le pays. Le Salvador, j'en apprends de plus en plus sur ce qui se passe au Salvador. Il a été sauvé sous Reagan, il est aujourd'hui dirigé par un patriote, je crois. C'était un gauchiste, il faisait partie d'une guérilla antigouvernementale et il s'est présenté à la présidence en tant que conservateur. Et il a fait, je le sais pour avoir parlé à des gens qui se rendent régulièrement au Salvador, il a mis en prison des criminels, des membres de gangs, des terroristes, etc., au Salvador. Il a vraiment revitalisé ce pays. Ce qui n'est pas nécessairement une victoire anticommuniste, mais c'est un succès que nous devrions étudier et dont nous devrions nous inspirer. Puis bien sûr, historiquement, ce que les militaires ont fait sous le général Pinochet, au Chili, en renversant le marxiste Salvador Allende, qui était soutenu par les communistes, en particulier Fidel Castro. C'était une époque, soit dit en passant, où nous avions encore une CIA qui comptait des anticommunistes et qui faisait du bon travail. Tout comme ils l'ont fait après la guerre, lorsqu'il y avait des anticommunistes et la CIA en Europe, dans la CIA en Europe pour essayer d'écarter le problème du communisme européen. Donc il y a des gens bien dans l'armée, encore aux États-Unis. Nous avons besoin de plus d'entre eux pour dénoncer ce qui se passe. Je viens de voir, je crois que c'était un général ou un amiral l'autre jour, qui aurait dit qu'il fallait se préparer à une guerre avec la Chine d'ici 2025. Il l'a dit publiquement. Alors comment allons-nous nous préparer à ça? Comment allons-nous renforcer notre armée afin de faire face à ce problème en plus de la menace russe en Europe? Ce sont des choses dont nous devons parler. Alors parlez-en à vos voisins, à vos amis, à vos associés, aux gens que vous connaissez dans l'armée. Le temps nous est compté. Merci. Je pense qu'en fin de compte, nous avons un problème spirituel ici. C'est le bien contre le mal, c'est le combat de Dieu contre le diable qui se joue sur terre. L'une des raisons pour lesquelles nous avons cette pléthore de théories du complot, c'est que personne ne veut affronter l'horrible réalité. C'est pourquoi tant de conservateurs ne pensent qu'à la Chine, mais pas à la Russie. Parce que penser que nous avons deux ennemis dans le monde, et pas seulement un, c'est se bercer d'illusions, en pensant que nous pouvons peut-être jouer les Russes contre les Chinois. Golitsyn vous montre qu'il faut affronter la réalité, la dure réalité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ce n'est qu'en affrontant la réalité que nous avons une chance de vaincre.
Et nous devrions viser la victoire. Je crois que nous sommes sur Terre pour vaincre le mal. C'est l'une de nos principales missions ici, sur Terre. Vaincre le mal et promouvoir le bien. Alors pour vaincre le mal, il faut dire la vérité. Et pour dire la vérité, il faut du courage. Et le courage, c'est d'affronter la réalité. D'où vient ce courage? D'une foi. Une foi qu'il y a un Dieu, qu'il y a un bien supérieur, que nous avons un but sur cette terre et qu'en fin de compte, le bien triomphera. Et c'est notre devoir d'en faire partie, d'y participer. Ne pas se laisser détourner, ne pas se recroqueviller, ne pas se cacher, mais faire face à la réalité telle qu'elle est. Faire face à la réalité est un acte de foi, car cela montre que vous croyez en quelque chose de plus élevé. Vous croyez en un pouvoir spirituel. Vous ne pourriez pas le faire autrement. Donc je pense que les 2 livres de Golitsyn sont d'excellents outils pour amener les gens à faire face à la réalité. Et ce n'est qu'après avoir fait face à la réalité que nous pourrons commencer à parler d'espoir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il faut faire face à la réalité, et je pense que c'est le but de l'émission de faire connaître les révélations de Golitsyn à un plus grand nombre de personnes afin qu'elles comprennent ce à quoi nous sommes confrontés et qu'elles s'engagent activement à changer la situation. Bien, c'était une excellente émission, une émission historique, je pense, et j'encourage vivement les gens à la partager. Je vais la traduire en français, comme je l'ai dit, pour que les francophones puissent la voir et la comprendre. Car lorsqu'il s'agit d'idées nouvelles, c'est difficile à comprendre au début, et puis on finit par comprendre. Donc je vous remercie donc à nouveau, messieurs, pour tous vos efforts. J'espère avoir bientôt de vos nouvelles, peut-être dans un an, pour discuter du même sujet ou d'un autre. Vous êtes de grands patriotes et je suis fier d'être proche de vous, au moins à travers l'Internet que nous devons aux États-Unis. N'oublions pas que cela a été créé par votre pays aussi. Donc merci pour tout et j'ai hâte de vous reparler bientôt. Prenez soin de vous. Merci Jean, merci Jeff et Cliff. Content de vous avoir vu. Merci. Au revoir.